BDO. J'ai toujours été persuadé que l'entreprise, elle a un rôle politique. Il faut avoir une espèce de curiosité permanente à repérer des signaux faibles. En entreprise, on joue aux dames. En politique, on joue aux échecs. C'est clair qu'en ce moment, il se passe énormément de trucs. Le monde est en métamorphose. On est en train de passer d'une société chenille fossile à papillon électrique. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Bonnell, entrepreneur, dirigeant, investisseur, homme politique et depuis janvier 2022, secrétaire général pour l'investissement. Placé sous l'autorité du Premier ministre, le secrétariat général pour l'investissement pilote le programme France 2030, un plan ambitieux de 54 milliards devant permettre de rattraper le retard industriel français, d'investir massivement dans les technologies innovantes ou encore de soutenir la transition écologique. Bruno Bonnell est avant tout un entrepreneur visionnaire. Il a marqué l'industrie du numérique en créant notamment la société Infogrames, une société de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo. Les moins jeunes dont je fais partie se rappellent encore avec nostalgie d'Alone in the Dark. En 1995, il crée l'un des premiers fournisseurs d'accès Internet avant de se tourner vers la robotique. Nous allons explorer ensemble son parcours exceptionnel, les enjeux du secrétariat général pour l'investissement et sa vision pour l'avenir de notre pays. C'est un honneur de le recevoir. Bonjour Bruno. Bonjour. J'ai entendu et j'ai lu que tu étais rentré, tu avais découvert l'informatique lors de ton service militaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette première phase? Oui, c'était une bonne phase, puisque c'est les années, on va dire, 60 à 80, dans laquelle tout explosait. On avait autour de nous, dans l'INSA de Lyon, moi j'habitais l'INSA, mon père a construit une partie de l'INSA, et donc j'étais dans une espèce d'énergie, de création, de science, puisque l'INSA c'était quand même j'en parlais avec beaucoup de fierté, parce que c'était le début de la méritocratie pour les ingénieurs. C'est les gars qui avaient en gros mention très bien au bac, avaient la possibilité de faire des hautes études, ce qui était compliqué pour d'autres. C'était une autre voie que la voie des classes prépa. Et vivant là-dedans, je ne pouvais que tomber dans la science comme Obélix est tombé dans la potion magique. Ouais, la potion magique. Et j'ai découvert à cette occasion la chimie, l'électronique, et surtout une espèce de croyance absolue dans l'idée que la France, et je le disais d'ailleurs à l'époque, quelle chance, on vit dans un pays qui est un pays d'invention. Et Lyon, au-delà de ça, a toujours été une terre d'inventeurs, d'innovateurs. Charles Mérieux, par exemple, avec tout ce qui a été le domaine de la santé. Beaucoup plus tard, il y a eu des gens comme Jean-Michel Aulas avec Cégide qui a révolutionné en numérique la comptabilité. Et donc, il y a une dynamique qui se passe sur ce territoire qui est intéressante parce que c'est une belle endormie. Qui, à l'orée des années 80, commence à se dire mais finalement on a une carte à jouer. Je parlais également de tout l'environnement industriel de Lyon. Quand les gens qui croisent Lyon, ils passent sur cette autoroute, ils voient cette vallée de la chimie, alors qu'aujourd'hui elle est critiquée. À l'époque elle était encensée, c'était formidable de savoir qu'il y avait de l'énergie, du pétrole, d'un port, etc. Et ça donne une couleur à mes études parce que finalement, il se trouve que le hasard de la vie fait que je continue à faire mes études à Lyon et je sors d'une école qui s'appelle aujourd'hui CPE, qui est une école à la fois où on fait de la chimie et de l'informatique. Et je pars à l'armée, parce qu'à l'époque on faisait encore l'armée, et je tombe sur un sergent-chef incroyable qui vient un soir me dire « Vous êtes ingénieur ?» Je dis « Oui, je suis ingénieur. » Regardez, il m'amène un sac, littéralement un sac en plastique, dans lequel il y a des composants électroniques. Il me dit « C'est un ordinateur. » Ah ouais, c'est pas mal. J'avais fait mon mémoire, moi, de fin d'études sur l'informatisation de l'école, de ma propre école. Donc j'avais quand même quelques notions. Et il me dit « Il faut le monter. » Et nous voilà avec des fers à souder en train de monter un ZX81, qui était un des premiers ordinateurs accessibles au grand public, qui valait l'équivalent d'un SMIC à l'époque. Donc c'était mais en kit. C'était un SMIC mais en kit. Donc on ne savait pas si on allait réussir à le faire marcher ou pas. Et on y arrive, ce qui m'a valu d'ailleurs que mon sergent-chef m'avait à la bonne. Il me laissait un peu donc ton sortir. Service militaire s'est bien passé. Voilà, mon service militaire s'est pas trop mal passé. Et mais surtout qui m'a donné ce virus de me dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, cette espèce d'intuition qu'on allait avoir un basculement du monde à partir de ces microprocesseurs
qui allait pouvoir nous aider à faire de la musique, faire du graphisme, apprendre, coder des choses compliquées, piloter des machines. Donc on passait, parce que moi j'avais fait mon mémoire sur les mini-ordinateurs, qui étaient des espèces d'énormes armoires qu'on voit dans les films de James Bond quand on les regarde, avec des bandes qu'on plaçait avec des espèces de grosses gamelles, et on les appelait les gamelles, qui étaient des disques durs, qui avaient des performances absolument ridicules à comparer aujourd'hui. Mais là, on passait dans une micro-informatique, sur la table, dans les foyers, et c'est là que je décide avec mon associé de l'époque, je dis, il va se passer quelque chose, mais il faut qu'on apprenne. Donc lui part chez Texas Instruments pour vendre le premier ordinateur américain qui s'appelait le TI 99 4A, et moi je rentre chez Thomson pour vendre le TO7, juste à l'orée du plan informatique pour tous. Et je me mets à découvrir déjà ce que c'est que vendre un ordinateur à une population qui ne savait pas ce que c'était, et avec plein d'anecdotes. Je me rappelle d'une vente, on avait des petits territoires, moi j'avais juste toute la France, de Lille à Perpignan, tout ce qui est à l'ouest, c'était à moi. Tout ce qui est à l'est, pardon, c'était à moi. Donc je me retrouve à Aurillac. Et je me rappelle très bien de ce jour où j'arrive à Aurillac avec mon ordinateur portable, le TO7 sous le bras. Donc il faut imaginer un espèce de gros, énorme laptop qu'on connectait à l'époque par une prise Péritel, qui était la prise révolutionnaire, sur des écrans cathodiques. Donc c'était une installation de dingue. Et là, j'avais le représentant Thomson d'Aurillac, mec formidable, qui est décédé maintenant, et il me dit, j'ai invité du monde. Et j'avais le maire, j'avais le professeur de l'école privée, le professeur de l'école publique, j'avais le curé de la paroisse, j'avais le notaire, et ils avaient installé l'ordinateur sur une table blanche, avec une nappe, et des petits fours à côté, et le type me présente, dit, voilà, j'ai fait venir le progrès à Aurillac, j'ai fait venir le fils de Monsieur Thomson. Il me présente comme ça. Et je fais une démonstration de l'informatique en appuyant sur des boutons, en faisant éclairer des petits trucs. Et les gens applaudissaient à chaque performance de l'ordinateur, quand un écran s'affichait. C'était en 82. Donc on mesure quand même la distance. Et j'en ai vendu ce jour-là 2. Un à l'école privée. Et donc du coup, immédiatement, l'école publique a dit, monsieur le maire, il faut nous aider. On ne peut pas avoir les enfants de l'école privée qui aient l'accès à l'informatique et pas nous. Et donc j'en ai vendu 2. Quand on vendait plus d'un ordinateur à l'époque, on avait le droit d'appeler le PDG de Thomson. Donc j'ai eu droit, en tant que jeune commercial sur le terrain de l'époque, à appeler le PDG de Thomson, qui m'a dit, vous avez vendu 2 ? C'est incroyable, vous avez fait comment ? J'ai mis tout l'écosystème local autour de la même table. Et donc c'est juste de dire que très vite, je me suis rendu compte que le problème, c'était le logiciel, c'était l'usage en fait. Donc avec mon copain Christophe, on a dit, ok, on va créer une boîte. Créer une boîte de logiciels. Tu avais voulu entreprendre avant ça ? Enfin, l'entrepreneuriat était déjà quelque chose qui t'intéressait, auquel tu réfléchissais ? On a toujours dit, on était ensemble en taupe, enfin en maths sup, on a toujours dit qu'on ferait un truc ensemble, mais on ne voulait pas du tout faire ça. On voulait faire une chaîne de pizzeria. C'est ça notre idée, parce qu'on s'était dit, bon, finalement, le fast-food, ça va commencer à grandir. Il faut voir le contexte, parce qu'aujourd'hui, ça paraît un peu ridicule, tout ça, mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc on s'est dit, on va lancer une chaîne de fast-food pizzeria, avec des parts de pizza, des machins, des bidules, enfin, une espèce de délire. Avec le recul du temps, je me vois mal quand même en mitron derrière un four en train d'enfiler des pizzas, mais on a gardé en tout cas le circulaire de la pizza, hein. C'est-à-dire qu'on est passé au CD-ROM, donc c'était assez, ou au disque, au floppy disk. Mais plus sérieusement, c'était un moment où tout était possible. C'est l'époque, quand les gens regardent la série qui est sortie récemment sur Tapi, ça doit les faire sourire. Mais l'émission Ambition, par exemple, que Tapi faisait sur TF1, était juste incroyable parce qu'on comprenait que la France basculait dans des possibilités individuelles d'entreprendre. Parce que sinon, c'était très codé avant ça. Il fallait rentrer dans une boîte. L'entrepreneuriat n'était pas quelque chose de spontané et de naturel. Ce qui paraît incroyable aujourd'hui, tellement ça s'est développé. Finalement, créer une boîte aujourd'hui est extrêmement simple, extrêmement aidé. À l'époque, ça devait être quand même beaucoup plus compliqué. C'est simple. J'ai fait 17 banques. À l'époque, c'était juste le moment où il y allait avoir les privatisations des banques. Les nationalisations des banques. On a fait 17 banques à Lyon, avant qu'il y en ait une qui accepte de prendre notre chèque de dépôt de capital de notre entreprise. C'était juste ouvrir le compte. Quoi. Juste ouvrir le compte, 17 banques. Parce que les gens disaient non mais ça va pas. Surtout qu'on arrivait à 24 ans,
en disant on va faire une société qui va être numéro 1 mondial du jeu vidéo. Donc déjà, les gens disaient je ne sais pas ce que c'est qu'un jeu vidéo. Il fallait déjà qu'on l'explique. Et deuxièmement, numéro 1 mondial en partant de nos petites cravates ficelles en essayant de passer pour des gens sérieux et nos valises quasiment en carton. Les banques n'achetaient pas ça, quoi. Et on avait gagné en fait de l'argent parce qu'on avait écrit un livre qui s'appelait Pratique de l'ordinateur familial, qui expliquait ce que c'était qu'un ordinateur pour la maison. Et on avait gagné suffisamment d'argent pour ouvrir le capital de la société. C'est comme ça qu'on a créé Infogrames au départ. Comment, enfin, est-ce que tu avais déjà une compétence, une appétence? Non, enfin, comme non, ça, non. on se dit maintenant le jeu vidéo, ok, c'est rentré dans les mœurs. D'ailleurs, on a hésité etc. au départ. Objectivement, on a hésité. On a fait Infogrames, on a aussi fait des tableurs, on a fait des traitements de texte. Au tout début, on tâtonnait. On s'est rendu compte, par contre, rapidement que pour faire du volume, et dans un usage, j'allais dire, de consommation simple, le jeu allait s'imposer, parce qu'on avait quand même les modèles anglais et américains qui étaient là. Nous, on était en correspondance dès le début. Par exemple, en 84, on a fait le CES de Las Vegas, donc on allait voir ce qui se passait, et on arrive en 84, l'année où le jeu vidéo de la génération précédente, c'est-à-dire les premiers Atari, les premiers Parker Brothers, enfin des noms qui ont disparu, le jeu s'écroule. C'est-à-dire que le jeu passe d'être le hobby favori des jeunes Américains à 0. Et tout le monde, du coup, nous dit, quand on rentre en France, bon, votre histoire, vous êtes un petit peu en retard, le train est passé. Et on s'obstine en disant, non, vous n'avez pas compris, les technologies, c'est comme ça. La première technologie n'a pas délivré la promesse qu'elle avait vis-à-vis des consommateurs, mais celle qu'on est en train de développer va le faire. D'ailleurs, c'est une leçon à retenir pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui sur lesquelles les gens doutent, la voiture électrique par exemple, sur lesquelles je dis méfiez-vous, parce que les nouvelles itérations technologiques qui vont arriver vont véritablement devenir des produits standards. Je dirais la même chose sur les casques par exemple virtuels. Aujourd'hui, les casques virtuels sont assez pénibles en moyenne, sauf pour les geeks, mais nous aurons bien, à l'horizon de quelques années, une standardisation de casques ou de lunettes, ou en tout cas d'accessoires visuels avec lesquels nous interagirons. Donc je pense que ça a été un déclic pour moi de dire, est-ce qu'un marché qui se casse la gueule, on doit poser l'ego, les passer à autre chose, ou on doit réfléchir pourquoi il se casse la figure, et il y va. Et c'est ce qu'on a fait. Et au contraire, on a accéléré, on a fait exactement le contraire, on a été à contre-courant. C'est l'époque où on a commencé à créer la boîte, on a commencé à vendre des jeux, et on a consolidé. On a commencé à racheter des entreprises qui, elles, étaient en difficulté ou doutaient, mais pour les emmener dans un projet. Pas pour les fermer, pas pour piquer les idées aux mecs. Et on s'est mis à... C'est pour ça que le groupe Infogrames a grossi très vite. Et on est passé de 5 au départ. On était d'abord 2, puis très vite 5. À la fin de la première année, une cinquantaine. La fin de la deuxième année, on était 200. Parce qu'on consolidait les entreprises. Par des acquisitions. Ouais. Oui, on a fait des acquisitions et surtout, on était... il n'y avait pas d'école du jeu vidéo. On ne savait pas. Donc, on avait beaucoup de geeks qui nous écrivaient, des types qui avaient fait ça dans leur garage, qui, comme moi, avaient monté un ZX80 en soudant des pièces, et qui nous disaient, mais moi, j'ai envie de participer à ça. Alors, on leur proposait des jobs, en fait. Et très vite, on a constitué ce noyau dur qui a permis de grossir à la fois en acquisition externe et à la fois en organique avec finalement une seule vision, c'était la conviction que l'informatique allait changer le monde et pouvait aller vers le bien. T'es arrivé au bon moment, vraiment au moment où ça a explosé, quoi. Alors, c'est la poule et l'œuf, en fait. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui, à ce moment-là, se sont dit la même chose, à mon avis, que le marché a trouvé des usagers qui ont dit, ah ouais, avec plein de variations dans les jeux. C'était très intéressant parce que c'était une période de créativité très forte sur qu'est-ce que c'était que les mondes interactifs. Et on avait une contrainte, c'était un écran, une manette ou un clavier. Et avec ça, il fallait faire des trucs. Et c'est là que sont vraiment nés la plupart des gameplays de la première génération. Et il faut faire très attention, c'est toujours le hardware qui a généré la créativité du gameplay, et pas le contraire. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il y a une histoire intéressante là-dessus. Mais ça veut dire que c'est quand il y a eu, par exemple, les touchscreens, que ça a régénéré du gameplay. Quand on a eu, sur certains Nintendo DS à l'époque, des doubles écrans
ça a régénéré du gameplay. Quand il y a eu des performances particulières en termes de son avec la PlayStation, ça a régénéré du gameplay. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une virtuosité qui se fait un peu comme avec des instruments de musique. D'ailleurs, j'ai toujours été persuadé qu'une console de jeux vidéo ou un ordinateur, c'est un instrument de musique dans sa conception. Et si vous avez un piano ou un violon, c'est pas la même chose. Si on fait de la musique avec un pipeau, on va avoir une certaine gamme de musique qui peut être très sympathique. Mais si on passe à un saxophone, mais ça va être un autre. On va amplifier la sensation. Donc, ce que tu veux dire, c'est par l'évolution du hardware. Ouais. C'est cette évolution-là qui a permis du coup de développer d'autres choses, et à chaque nouvelle évolution, ça recrée de la créativité dans ce monde-là. Oui, et notamment on le voit par exemple maintenant sur le e-sport, quand les gens ont cette virtuosité avec les claviers, les souris, et qui jouent à un jeu de e-sport, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, ce sont des virtuoses de clavier, clavier au sens musical du terme, c'est-à-dire ce sont des gens qui maîtrisent totalement leur instrument, mais ça finit par être une performance répétitive. Il y a beaucoup de first-person shooters, par exemple, qui sont finalement les mêmes. Ils sont dans des univers différents, ils ont des challenges un peu différents, des armes un peu différentes, mais fondamentalement, c'est la même chose. Cette exploration, elle existe, on parlait de Alone in the Dark, elle existe depuis Alone in the Dark, elle a suivi des évolutions technologiques. Je crois qu'avec l'arrivée des casques virtuels et avec d'autres systèmes d'interactifs qui sont pas très loin de nous, on va basculer dans encore une nouvelle génération de gameplay. C'est pour ça que je pense que le jeu vidéo, il en a pour de très nombreuses années. Alors qu'il a beaucoup souffert. Là, alors qu'il souffre actuellement. Ouais. Je lis les articles comme vous tous. Hein. On dit, ah là là. Mais parce que le modèle est en train de changer et que tout comme on a shifté finalement d'un jeu sur cassette à un jeu sur cartouche, à un jeu sur CD-ROM, à un jeu finalement virtualisé aujourd'hui, demain on va swifter d'un jeu sur clavier et manette avec peut-être du vocal, de la commande vocale, de la commande par la pensée, puisqu'on commence à y penser sérieusement. Je suis totalement contre Neuralink, mais enfin ça c'est une autre discussion, mais il n'empêche qu'on peut capter des ondes maintenant de pensée, de réflexion, d'anticipation, et surtout une représentation, une immersion qui ne sera plus la même. Moi j'ai testé récemment l'Apple Vision, qui est beaucoup trop cher pour être accessible à un grand public, mais l'expérience... je l'ai testé aussi, et c'est quand même j'invite incroyable. Tous les gens à essayer. Ouais. Non, mais juste incroyable. Pour voir, si des gens veulent voir une représentation objective du futur, il faut aller dans un Apple Store et mettre un Apple Vision. Bon, pas sortir les 3000 balles qui vont avec, parce que si on les a pas, c'est pas la peine de se mettre sur le sable, mais l'expérience est absolument incroyable. Et on en sort transformé en disant, ah ouais, quand même, il se passe un truc là. Ouais, c'est le futur. Ouais. Cette immersion... Cette immersion, elle est essentielle pour plein de choses, qu'elle va pouvoir ouvrir des chemins dans l'éducation, elle va pouvoir ouvrir des chemins dans la connaissance, dans le voyage, qui devient compliqué avec le CO2. Et c'est vrai que quand on met un casque Apple Vision de dernière génération, on commence à percevoir le fait que, oui, on pourrait effectivement ressentir presque la même chose. Qu'on pourrait ressentir si presque la même chose que si on voyageait. Ouais. Et plein de gens vous diront, ouais, mais c'est pas la même chose. Évidemment que c'est pas la même chose. Mais faire découvrir de la connaissance, de la culture différente, dans un message, j'allais dire, positif, de paix, c'est pas con, hein. C'est pas con. Tu as eu cette capacité, au moment où donc l'informatique est arrivée, de capter cette évolution des usages et donc de te positionner sur le jeu. Tu as refait le coup, entre guillemets, sur Internet quelques années plus tard. Avec Infony, ouais. Est-ce qu'on la développe ? Est-ce que c'est par la curiosité, enfin, d'arriver à décerner parce qu'aujourd'hui, on se dit, oui, l'Internet, maintenant, si on fait du reverse engineering, effectivement, on pourrait l'imaginer. C'était peut-être pas forcément le cas en 93, 95, quand tu l'as développé. Ouais. Donc, ah oui, on était 5 ans avant la bulle, donc oui, on était très tôt. Comment ça marche, ça ? D'abord, je suis persuadé, effectivement, les gens qu'on appelle des visionnaires, c'est juste des amplificateurs de signaux faibles. Donc, il faut avoir une espèce de curiosité permanente à repérer des signaux faibles. En ce qui me concerne, je m'entraîne à ça tout le temps, c'est-à-dire que je lis tout. Si je suis tout seul, je lis le bottin. Si j'ai rien à lire, je lis le bottin. C'est-à-dire que j'essaie de lire dans ce qui se passe dans le monde des espèces de morceaux d'informations. Et je ne sais pas comment, je les tisse ensemble et je me dis, ah ouais, quand même, il se passe des trucs. On en reparlera tout à l'heure pour le SGPI, mais c'est clair qu'en ce moment, il se passe
énormément de trucs. Le monde est en métamorphose. Hein. On est en train de passer d'une société chenille fossile à papillon électrique. Ça veut dire en clair qu'on rampe en 2D et on va voler en 3D. Donc déjà, rien que ça, cette conception du monde, c'est très compliqué à savoir comment on va faire cette acceptabilité, comment on va passer cette étape. Les Chinois le font à vitesse accélérée. Les Américains le font dans une dérégulation totale et un Far West qui est très dangereux de mon point de vue. Il faut que les Européens le fassent dans une harmonie. Et quand on reparlera du SGPI, j'expliquerai un petit peu plus de ça, mais c'est ça la piste. Alors, ça s'éduque. Ça s'éduque vraiment. Ça veut dire que l'expérience aide en disant ouais ça... parce que c'est un entraînement à dire, tiens, c'est intéressant. Est-ce que derrière, il y a vraiment un usage? Est-ce que ça va plaire ou pas plaire? Bon, ça, c'est un peu de l'expérience. Ça s'éduque comme l'oreille musicale, en fait. Au bout d'un moment, on sait c'est un peu être une espèce de DJ de l'innovation, quoi. On sait que ce morceau, il va être intéressant associé avec celui-là, et ça va jouer. Ça s'éduque aussi sur la réalité économique, parce que ça, c'est l'expérience de quand même 35 ans d'entreprise, d'avoir autant foiré que réussi. Des projets, je sais pas, j'ai dû éditer 5000 jeux, hein, donc sur ces 5000 jeux, il n'y a pas eu 5000 succès, loin de là. Il y a eu peut-être 10% qui ont été des succès. Donc ça veut dire que on voit qu'il y a des trucs qui accrochent pas, donc ça s'éduque. Vraiment, dans mon esprit, c'est comme une oreille musicale. J'entends un truc, je vois un truc, je lis un truc, je me dis, je rencontre quelqu'un, je dis, il me dit un truc, là, quand même, il faut que je l'écoute, quoi. C'est pas débile, cette histoire. Et sans tabou. Faut pas avoir de tabou. Les gens qui se mettent des tabous en disant ça ne marchera jamais, ou au contraire, ça, c'est pas possible. Par exemple, on parle en ce moment d'intelligence artificielle. Le tabou que moi, je tue à longueur de journée, c'est les machines auront effectivement une intuition et une créativité que les hommes n'ont pas. C'est comme ça. Et j'en suis persuadé. Ça ne sera pas la même que la nôtre. On n'a donc pas à faire d'anthropomorphie sur l'IA. On n'a pas à faire de projection d'une crainte. C'est comme si on disait, tiens, on va avoir un animal de compagnie. Il rêve, il ne fait pas les mêmes rêves que nous. Et on rêvera jamais comme un chat ou un chien. La créativité d'une IA, demain, dans pas très longtemps, n'aura rien à voir avec la créativité humaine. Et elle n'est pas en concurrence avec la créativité humaine. Mais elle en aura une. Mais elle en aura une. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Je pense. Et j'ai plein de gens qui me disent le contraire. Hein. Plein de gens qui me disent, t'es fou. J'ai une autre intuition, c'est qu'il y aura malheureusement des clones humains, ou en tout cas anthropomorphes, pas humains, des clones anthropomorphes, avant qu'il y ait des robots humanoïdes, qui est la capacité, la sobriété énergétique qu'il faut pour qu'ils remplissent des tâches qui soient satisfaisantes pour le grand public. En clair, quand on utilise des moteurs, aussi intelligents soient-ils, aussi réduits soient-ils, quand on utilise des microprocesseurs pour les faire penser, des caméras pour les faire voir, etc., on consomme de l'énergie. Un cerveau, ça fonctionne à 25 watts. Et un être humain, ça consomme rien par rapport à l'équivalent, si on voulait faire une machine qui fait tout ce que fait un être humain, sur 24 heures. C'est-à-dire, allez, disons, même en dormant, hein, mais sur ces 15 heures d'activité ou ces 17 heures d'activité. Eh bien, ça, aujourd'hui, énergétiquement parlant, on ne sait pas résoudre cette équation. Ça ne marchera pas. Par contre, on sait la résoudre en faisant des brebis clonées aujourd'hui. Et donc, la logique pourrait être de dire, finalement, pourquoi on s'ennuie? Est-ce qu'on ne ferait pas demain une chair, je ne parle pas d'âme, je ne parle pas de tout ça, est-ce qu'on ne ferait pas demain des êtres, je ne sais pas les qualifier, des animaux qui ont des capacités à se substituer sur un certain nombre de tâches à des êtres humains. Et c'est une histoire qui a un signal faible absolu, parce que ça a été écrit, ça, par Karel Čapek, dans un ouvrage qui s'appelle Roer, Ransom Universal Robot, qui est l'invention du mot robot vient de là, hein, c'est un Tchèque. Et quand il écrit Ransom Universal Robot, il décrit un monde dans lequel, à partir de matière vivante, on fabrique des robots, qui veut dire donc des travailleurs en russe ou en tchèque, et ils sont de la matière vivante. Ils ne sont pas du tout mécanisés. Ce sont des clones. Ce sont des clones. Et là où l'histoire devient amusante, et je vous invite à la relire, c'est une pièce de théâtre absolument prophétique, hein, RUR, c'est qu'il y a quelqu'un qui a l'idée de leur mettre la douleur. Et à partir du moment où on met la douleur, on leur fait prendre conscience
Et à partir du moment où on met la douleur et la conscience, là, ils deviennent des machines qui se mettent à dire mais on est plus efficace que l'homme, on travaille plus, on travaille mieux, etc. Et là, ça devient le bordel. Bon, je laisserai aux gens les découvrir la fin de l'histoire. Mais si je raconte cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, je pense que cette idée de dire non, mais l'IA, vous déconnez, jamais ça pensera comme l'homme. Bien sûr, ça pensera jamais comme l'homme, mais ça pensera. Et c'est là où une révolution de civilisation est en place. Tu as toujours des gens qui vont te dire ça marchera pas, ça fonctionnera pas, c'est pas possible. Et ça s'est produit sur chacune des innovations en fait, qui ont suivi ton parcours, en fait, que ce soit Internet. J'imagine qu'Internet, au début, tu devais avoir les mêmes personnes qui te disaient ça marchera pas, ça prendra pas. C'est même pire que ça, c'est que en France, alors c'était une caractéristique française. Comme il y avait eu le succès incroyable du Minitel, les gens n'achetaient pas d'ordinateur. Moi je sais parce qu'on cherchait à comprendre pourquoi on vendait 3 fois plus de jeux sur PC en Angleterre, 2 fois plus en Allemagne, 2 fois plus en Italie, et en France ça tanquait. Parce que les gens vous disaient mais j'en ai déjà un, j'ai un Minitel. Et ça c'était un signal faible. Parce qu'ils avaient compris que l'ordinateur, sans être connecté, ça servait à rien. Le grand public avait compris ça d'instinct. Donc il disait, si un ordinateur n'est pas connecté, à quoi ça peut bien me servir? Et c'est vrai, c'est une réalité, parce que ça servait comme outil à un poste de travail pour un cadre qui avait besoin de faire de l'Excel, du traitement de texte, à une secrétaire qui mettait en page, ou que sais-je, ou des gens qui faisaient des services autour de ça. Mais à la maison, s'il n'était pas connecté, il ne servait à rien. Et c'est au moment, c'est là où on s'est dit, mais alors, attends, le Minitel avait un écran qui était absolument stérile, mais tous les gameplays de l'Internet sont sur le Minitel. Le chat, les sites de rencontres, les sites d'information, la recherche, tout est sur Minitel, dans la réalité. Et donc les Français disaient, moi j'ai ce machin, pourquoi vous voulez... Ah oui, il est mieux, il est un petit peu mieux s'il est avec un écran un peu plus joli et tout. Et c'est pour ça que j'étais persuadé également que tant que l'ordinateur ne devenait pas, ouvrez les guillemets, un super téléphone, c'est-à-dire connecté à quelque chose, ça ne marcherait pas. Et c'est là que c'est parti. C'est pour ça qu'on a créé Infony, avec des gens qui disaient ça ne marchera jamais. Moi, je me rappelle qu'on a fêté notre 10 millième abonné d'Infony en 96 au Champagne, en disant ça y est, on a atteint le plus haut qu'on allait atteindre, quoi. C'est pas possible, on ne pourra pas aller plus loin, quoi. C'est 10 000, si on passe les 11 000, on est Champagne, quoi. Sans se rendre compte à l'époque que ça allait être cette révolution, mais vraiment avec cette intuition que la connexion était essentielle. Bon, après les développements évidemment sont été très rapides parce que les autres pays aussi s'y sont mis. On a vu ce qui s'est passé. L'HTML est arrivé et puis là ça a été une explosion. Donc aujourd'hui tu as, alors je disais schématiquement, un plan d'investissement de 54 milliards. Pourquoi t'engager et pourquoi assurer ces fonctions aujourd'hui? En fait, j'ai toujours été persuadé que l'entreprise, elle a un rôle politique. J'aime pas du tout quand je vois des chefs d'entreprise, j'en vois beaucoup. J'en suis à 56 départements visités. J'ai vu des milliers de chefs d'entreprise en France. Et les discussions que j'ai avec eux souvent, c'est ils disent « Ah, vous les politiques ». Et je dis « Non, attendez les gars, il n'y a pas vous les politiques et vous les économiques. Dans la réalité, on est une société et dans le corps social, et l'entreprise fait partie du corps social en général et elle-même un élément central. C'est un peu comme un corps avec des cellules. On ne peut pas dire une cellule, ça a une seule fonction. Quand on regarde une cellule au microscope électronique, il y a des milliers de trucs qui s'y passent. Et donc, dans une entreprise, il y a des interactions humaines, il y a des gens qui pensent. Et un chef d'entreprise, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Et d'ailleurs, ils vous disent, tous les chefs d'entreprise vous disent, le plus compliqué dans l'entreprise, c'est l'humain. Ils ne vous parlent pas de leur marché, de leur technologie, de leur machine qui tombe en panne. Ils vous parlent parfois d'économie, mais vous dites l'humain quand même. L'humain, trouver des gens, gérer leurs émotions, etc. Donc, ce qui veut dire qu'ils font de la politique micro, mais toute la journée. Ils gèrent un corps social avec, ça je peux faire, ça je peux pas faire, ça faut que j'arbitre, machin il faut que le traite, etc. Donc, moi j'ai toujours eu ce sentiment qu'il y avait ce rôle-là et l'engagement politique plus global, plus national, c'est plutôt de dire, tiens, et si je mettais ça à l'échelle? En tout cas, c'était mon idéal du moment. Je peux pas dire que
on pourra en discuter pendant des heures, mais il n'y a pas une transposition directe. On apprend, c'est pareil. On fait une courbe d'apprentissage dans la vie publique. Mais au départ, c'est ça qui est la pulsion de base, c'est de dire ce que je peux faire au niveau de 200, 300, 500, 5000 personnes, et si je le faisais au niveau d'une nation, en tout cas si je participais à une aventure qui peut le faire au niveau d'une nation. Donc, clairement, le message de 2017 d'Emmanuel Macron était un message très porteur d'une vision auquel je crois profondément, c'est la métamorphose de cette société que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, si la société française va mal, c'est qu'elle est en douleur, parce qu'elle a été trop longtemps en déni de ce qui se passait dans le monde. On a essayé de l'endormir à coup de « vous inquiétez pas, braves gens, ça va bien se passer ». Quand on voit la poussée chinoise, la dérégulation américaine, qui va certainement être un tsunami de technologie qui va nous arriver sur la figure. Hein. Dès que vous dérégulez, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend toute la journée? Ah, s'il n'y avait pas toutes ces normes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que là-dessus, pareil, il faut de la nuance. Parce que si vous dérégulez tout, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait mon beau-père. Ça veut dire que pourquoi on ne met pas des implants de contrôle dans les cerveaux des gens, puisque c'est dérégulé? Pourquoi on ne dit pas aux gens qu'on vous interdit de conduire une voiture parce que c'est dangereux, et comme c'est dérégulé, ça sera véhicule autonome pour tout le monde. Et moi, c'est ce que je pense, le risque politique, c'est le technofascisme. C'est-à-dire, puisque toutes les solutions sont technologiques, ne vous inquiétez pas, braves gens, on s'occupe de tout. On s'occupe de savoir comment vous pensez, on s'occupe de vous balancer les fake news qui vont bien, et puis vous, occupez juste vous de vous lever le matin, prendre votre café, aller gratter un peu, et puis prenez des loisirs si il vous reste un peu de blé et de temps. Mais, donc la dérégulation totale, je pense que c'est une connerie. Par contre, devenir en Europe le champion de la norme qui empêche toute imagination et toute créativité, c'est la même bêtise, c'est la face B du même disque. Donc il faut trouver un équilibre, une harmonie. Ouais, où est-ce qu'on met bien le curseur? Voilà, alors, mais pour revenir à la... Et c'est là où on apprend la chose politique. C'est qu'on part plein d'espoir, hein, c'est un peu... C'est Napoléon au pont d'Arcole, mais on se dit, putain, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Et c'est pas simple. C'est pour ça que j'aime pas non plus quand on caricature les politiques en les disant ils sont hors sol, ils comprennent pas. Parce que la politique, c'est pas un spreadsheet avec un tableur, avec en bas de la page débit crédit, et puis ça a marché, ça n'a pas marché. Ça se résume pas à l'argent. On voit bien tous les jours. Regardons en ce moment ce qui va se passer à Mayotte. Les gens sont prêts à se mobiliser d'une façon bénévole. Donc les engagements ne sont pas des engagements d'argent uniquement. C'est pas combien tu me donnes pour que je fasse ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je dis toujours, en entreprise, on joue aux dames. Eh bien, en politique, on joue aux échecs. C'est presque le même damier. Donc les gens, ils ont l'impression que c'est le même jeu. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes règles. Et c'est pour ça que de loin, on se dit, c'est le même damier, c'est le même terrain de jeu. C'est des cases blanches et noires, il y a des pièces dessus et on avance. Ouais, mais c'est pas les mêmes règles. Et du coup, elles sont... Et on voit bien la différence entre les dames et les échecs. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du business? On prend des parts de marché, donc on mange, puis on avance, on progresse, et on essaye d'avoir le maximum de dames, etc. Mais en politique, c'est pas pareil. On bouge, on se déplace, on se défend, on attaque, on est dans le coin, on n'est plus dans le coin. Des fois, on surprend, on roque. Et on a des pièces bizarres qui font des trucs tordus comme les cavaliers. Puis on a des presses idiotes qui ne peuvent pas avancer de plus d'un cran. Puis d'autres, au contraire, qui font ce qu'elles veulent. Et cette complexité, elle engage vraiment à se dire comment en plus j'arrive à faire une harmonie de tout ça. C'est vraiment ça le pari. Si on en revient justement donc à cette transformation, quelle est cette France de demain en fait? Où est-ce que tu investis? Et ce sera peut-être très dur par rapport à tout. Tu as mobilisé combien aujourd'hui sur les 54 je viens d'avoir les chiffres, on en est à 38 milliards 38 sur les 54. Tu vois, quels sont les grands axes toi, Alors, de la stratégie ils ont été du définis au secrétariat? départ, les grands axes, qui étaient des objets particuliers. Il y en a une dizaine d'objets, je ne vais pas tous les énumérer, mais j'en donne des exemples. Par exemple, c'était de dire faut que la France fabrique 2 millions de véhicules électriques à l'horizon de 2030. C'est-à-dire qu'on partait d'une situation en 2021 où 0 véhicule électrique était fabriqué en France. Et donc, on a 9 ans pour dire il faut qu'il y en ait 2 millions. Donc, c'est toute une chaîne de valeur à mettre en place. Des batteries, de l'électronique de puissance, des motorisations, des pneumatiques particuliers, etc. etc. On a un autre, c'est faire un premier lanceur spatial français
parce que l'ESA fait des lanceurs pour des gros satellites. Nous, il nous faut des lanceurs pour des petits satellites qui sont une des clés de la télécommunication de demain. Il faut qu'on soit indépendant sur le plan souverain, donc on fait ça. Un autre exemple, c'est de dire on veut explorer nos fonds marins, on est la deuxième puissance maritime au monde, à cause de nos îles réparties dans tout le monde. Il faut absolument qu'on comprenne ce qui se passe sous la mer, donc un grand programme d'exploration, etc., etc. Et derrière tout ça, deux conditions, consacrer 50% des 54 milliards à la réduction des émissions carbone, très important. Et puis la deuxième, qu'on connaît moins, c'est 50% doit être hors Île-de-France, c'est-à-dire que ça doit vraiment irriguer tous les territoires français. Et là, j'ai des histoires fantastiques, j'en citais une ou deux exemples, mais des histoires fantastiques de territoires que j'appelle inattendus, dans lesquels se passe de l'innovation absolument formidable. J'en cite un, j'ai déjà cité Aurillac, ça fera 2 fois dans la même heure, mais c'est pas grave. Il y a une société qui s'appelle Biose, à Aurillac, qui est issue en fait des ferments de fromage du Cantal, et qui a transformé cette connaissance des ferments du Cantal en science des bactéries et de ferments pour fabriquer des médicaments du futur. Et donc, on passe, c'est presque Men in Black, on arrive dans une vieille usine, on a l'impression que c'est une vieille fromagerie, on pousse les portes, et à l'intérieur, c'est des cuves en inox dernier cri, des écrans de 3e génération, des types avec des charlottes sur la tête et des blouses blanches, et là, on fabrique les médicaments du futur à partir de bactéries, c'est-à-dire plus à partir de chimie, donc d'une façon très vertueuse. Un exemple comme ça, c'est un exemple de ce qu'a fait France 2030, c'est-à-dire c'est d'accompagner là où c'était. Or là, c'était imprévisible de Paris 7e, d'aller dire tiens on va aller mettre des ronds à Aurillac sur les ferments du futur. Bah si, la preuve, la boîte l'a fait, et des comme ça je pourrais en citer des dizaines qui vont de tout à tout, hein. Au large de Cannes, il y a des gens qui font de la pisciculture, donc qui élèvent des dorades et des loups, puisqu'en Méditerranée on les appelle les loups, pas les bars, avec de l'intelligence artificielle qui calcule la qualité de l'eau au moment dans les piscines, c'est en pleine mer. Hein. Les piscines calculent la qualité de l'eau, voir quels nutriments ils ont besoin, et rien de plus, rien de moins, en temps réel, avec des machines qui alimentent un peu de magnésium, un peu de machin, jamais d'antibiotiques bien sûr, et qui font qu'on élève des poissons dans des conditions incroyables de qualité, j'allais dire de qualité déjà du produit, mais de qualité par rapport au bien-être animal. Ils ont exactement ce qu'il faut, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Et ça, c'est dû à l'intelligence artificielle, à des capteurs développés par des Français, des logiciels, des processeurs, et des gens qui s'occupent des poissons, en plus. Et c'est pareil, pourquoi au milieu de nulle part, au large de Cannes, je ne saurais pas le dire. Et ça fait partie. Alors, je le cite en anecdote pour expliquer que c'est le plan, j'aime pas dire le plan France 2030, parce que France 2030, c'est pas un plan classique top-down. C'est pas j'ai décidé, vous allez voir ce qu'il va y avoir. On a défini des objectifs, la voiture électrique, le lanceur, une alimentation saine et durable, etc. Et on a demandé aux entrepreneurs. Donc c'est l'inverse, c'est bottom-up. Voilà, c'est un bottom-up. On a demandé, est-ce que vous savez répondre à ces choses-là? Et on a reçu des milliers de dossiers. Et on est hyper sélectif, on prend un dossier sur 4. Donc c'est vraiment une école d'excellence. On prend la crème de la crème. Et souvent, on a des gens qui nous disent, vous êtes sympa, mais enfin nous, ouais mais gars, moi j'ai raté Polytechnique, j'ai pas été me plaindre au jury. Hein. Donc il y avait un jury, le jury il a classé les 10 premiers, vous êtes 11e, réessayez. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réessayer. Mais améliorer votre dossier, proposer d'autres solutions, etc. Et ça a créé une espèce de qualité des dossiers que nous avons. 5000 dossiers aujourd'hui, hein, quand même. Hein. On a 5000 dossiers vivants aujourd'hui sur tout le territoire, dans lesquels on est engagé. Soit en subvention, soit en avance remboursable, soit en fonds propres. Mais 5000, c'est pas anecdotique. Donc on a une bonne vision de tout ce qui peut se passer sur le territoire, de la recherche fondamentale, vraiment de la recherche des mathématiciens qui réfléchissent sur des algorithmes très compliqués, jusqu'à ouvrir des usines, des grosses. Vercors dans le Nord, l'usine de batterie, Gigafactory, mais aussi beaucoup de petites. Il ne faut pas oublier que dans notre pays, il s'est ouvert 300 usines entre 2017 et maintenant. Les gens disent « Ah oui, mais quand même, la désindustrialisation. » Écoutez, la désindustrialisation, moi, je la prends comme une chance. Alors, ça fait hurler quand je dis ça. Écoutez, au moins, on part d'une page blanche et on peut créer une industrie du futur qui soit vertueuse.
C'est un mot que j'utilise jamais, moi, c'est réindustrialisation. Jamais on m'entendra dire réindustrialisation, parce que réindustrialisation, ça veut dire qu'on refait ce qui a déjà été fait. Non. Néo-industrialisation, nouvelle industrialisation, industrialisation vertueuse, ça, ce sont des mots qui m'intéressent, parce que je dis aux gens, changez de braquet, parce que en France, l'industrie, c'est Zola, l'agriculture, c'est Peggy, et l'éducation, c'est Ferry. C'est-à-dire qu'on a les pieds dans le 19e. Dans la réalité, l'industrie, c'est Elon Musk. L'agriculture sont des ingénieurs agronomes de très très haut niveau qui font des choses incroyables sur notre territoire. Et l'éducation, de plus en plus, c'est des compétences multiples avec de l'IA, avec du digital, avec du croisement, avec de l'apprentissage. Ça n'a plus rien à voir avec nos universités de la République du 19e et du début du 20e. Et c'est cette image-là que France 2030 doit absolument imposer. Donc par exemple, on a ouvert 240 000 places, 160 centres de formation aux nouvelles technologies sur le territoire. Hydrogène, nucléaire, bioproduction, agriculture de demain, batterie, etc., etc. 160. Mais on ne les a pas ouvertes en construisant des nouvelles maisons. On a associé une université, un CFA, une entreprise. On a dit mettez-vous ensemble, faites de la nouvelle pédagogie. Ça peut être diplômant, ça peut être certifiant, ça peut être sur 3 ans, ça peut être sur 15 jours. Mais former des gens au futur. Objectif, 1 million de personnes formées par an en 2030. Ça, c'est l'objectif de France 2030. J'ai 80 dossiers par semaine. 80 dossiers par semaine de gens qui disent « Nous, on veut ouvrir un centre de formation. » Incroyable. Et on finance à 50%, 40%. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il y a des gens qui mettent l'argent complément. C'est pas juste l'État. Oui, tu es toujours en co-investissement. Ah, toujours. Ça, c'est la règle à la fois légale et prudentielle. Ouais. Et puis aussi un peu de motivation. Hein, c'est pas. Ça permet d'aligner les intérêts. Ouais. Oui, et puis c'est pas l'idée de dire il y a que l'État qui croit en les projets. Ces 54 milliards ont un effet de levier qui est. Alors aujourd'hui, on a un effet de levier de 1,5. Alors pourquoi ? Parce que tout ce qui est recherche et pure recherche, il y a 0 effet de levier. Là, on soutient la recherche universitaire, on soutient la recherche hospitalière, etc. On n'a pas parlé de la santé, mais on a un très gros développement dans la santé aussi. Pour le reste, on a des effets beaucoup plus importants. Quand on monte une usine, on a des effets de 3, de 4. On est à 25% ou à 30% maximum de soutien sur les constructions d'usines. Ouais. Finalement, la politique publique qui est menée pour amener cette transformation, elle porte ses fruits. Oui, et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est dans les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils décident, et je le constate sur le terrain en permanence, de se mettre en alerte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle révolution dans la société. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui est sous-traitant automobile. C'est-à-dire qu'il est sous-traitant de rang X pour l'industrie automobile. Avec ce qui est en train de se passer dans l'automobile, c'est en gros, on va conduire bientôt dans des véhicules qui seront des iPhones géants avec 4 roues et un moteur électrique. Et donc, ça veut dire que toute la compétence de la mécanique, par exemple, automobile, va être fortement questionnée. Ces gens-là, ils doivent s'intéresser à l'hydrogène, ils doivent s'intéresser au nucléaire, ils doivent s'intéresser à la bioproduction. C'est-à-dire que les mêmes compétences qu'ils ont aujourd'hui en savoir-être, en savoir-faire, en maîtrise de la micromécanique ou de la mécanique, il doit être mis au service d'autres choses. Et passer dans leur compte d'exploitation de « je travaillais pour 70-75% pour l'automobile, j'ai un plan sur 5 ans où ça sera plus que pour 20%, mais j'aurai ouvert d'autres marchés. » Parce qu'ils ont une richesse insoupçonnée qui est leur savoir-être et leur savoir-faire. Il faut arrêter de les décourager en leur disant « la seule variable d'ajustement, c'est le licenciement, parce qu'on perd du savoir-être, on perd du savoir-faire. » Et cette conjugaison savoir-être, savoir-faire, c'est un des mots principaux qu'on a, parce que pour plein de raisons, on ne peut pas tout résoudre, beaucoup de chefs d'entreprise me parlent de l'attitude des jeunes vis-à-vis du savoir-être. C'est-à-dire de dire, il vient au boulot, il vient pas, il arrête au bout de 3 jours, il se sent pas engagé, il a d'autres choses à faire. Et cette caricature, elle vient du fait qu'ils ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas de mentorat à côté de gens qui disent « Non mais attends, moi ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, tu vas voir, tu peux t'éclater, ça va bien se passer. » Et je crois que c'est cette machine-là qu'il faut qu'on remette en route. Cette machine de dire « Mais gars, on va s'en sortir, quoi. »
Évidemment qu'on va s'en sortir. Là. Est-ce que tu penses que les dirigeants d'entreprise ont suffisamment connaissance de toutes les aides qui existent aujourd'hui? Alors oui, c'est vrai qu'il y a une méconnaissance, mais il y a quelque chose de plus grave. C'est que finalement, on est un pays un peu particulier dans lequel il n'y a pas d'investissement privé. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'investissement privé. Ce n'est pas à l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'État se substitue énormément à ce qui, dans d'autres pays, est fait par le capital risque, la prise de risque individuelle, le family office, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, on en appelle beaucoup à l'État parce que l'État, par la force des choses, pas parce qu'il est idiot, l'État, mais par la force des choses, a été obligé de se substituer à beaucoup de choses. Et du coup, c'est ce que j'arrête. Souvent, je dis, faut qu'on fasse passer notre pays de sous-perf à sur-perf. Sous-perfusion à surperformance. C'est-à-dire de dire, il faut qu'on arrive à basculer et rendre la confiance dans ce que peuvent délivrer nos entreprises, dans un modèle, si je peux vous comparer à la Suisse, si on veut, c'est-à-dire de la valeur ajoutée élevée, de la très haute technicité, du très grand savoir-faire. Et là, il y a une voie dans laquelle on va restaurer de la confiance d'investisseurs qui vont pouvoir revenir. C'est pas la peine qu'on aille se battre sur le tout venant. Les Chinois auront toujours 20, 30, 40% moins cher que nous sur le tout venant. Donc c'est pas peine de se battre. On a déjà perdu. Par contre, sur tout ce qui est très haute technicité, très haute qualité, etc., là, on a vraiment une piste à explorer. Et c'est toute une chaîne de valeur complexe. Parce que quand on fait une machine spéciale compliquée, c'est des sous-traitants qui savent faire des trucs au micron près, en mécanique. C'est des gars qui font du logiciel très sophistiqué. Il y a de la maintenance. C'est-à-dire que ce sont des chaînes de valeur importantes. C'est pas juste de dire tu vas privilégier 3 boîtes. Pas du tout. Parce qu'elles travaillent toutes ensemble. Et moi, quand je vais par exemple chez Airbus Hélicoptère et que je vois la très haute technicité des éléments de moteur qu'ils ont, c'est un réseau de 300, 400, 500 sous-traitants autour d'eux, avec les mêmes niveaux d'exigence, la même passion, et qui bossent pour eux. Et du coup, on est numéro 1 d'hélicoptères dans le monde. Ça, c'est des pistes intéressantes. Comme ça que je le vois. Mais ce manque de capital privé, c'est catastrophique. Il y a alors, je ne sais plus quel chiffre donner, mais on a un record absolu, on va dire entre 3 000 et 3 500 milliards, record absolu d'économie des Français aujourd'hui dans leur bas de laine, qui vont soit à la banque pour assurer l'avenir, ce qui prouve qu'ils ne sont pas sûrs de l'avenir, soit qui vont dans l'immobilier, avec une tension sur l'immobilier qui est telle qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu la panique. Ramener une petite partie de cet argent-là dans les entreprises, ça serait une bénédiction. Mais pour ça, il faut qu'ils aient confiance. Et ils n'auront pas confiance dans vous faites la même chose que les autres. D'où l'innovation, d'où la sécurité de l'innovation. Il y a un peu le sentiment aussi qu'il y a le côté culturel français, effectivement, de dire l'argent, il est bien sur le livret A. Alors oui, c'est vrai, mais on va être forcé à ça. C'est-à-dire que à un moment donné, et c'est encore plus, en ce moment c'est très tendu, on ne va pas rouvrir tous les débats, mais pour assurer leur retraite, la plupart des gens font quoi aujourd'hui? Ils achètent des appartements à 45 ans, ils les mettent en location, ils prennent un prêt, ils espèrent qu'avant leur retraite, l'appartement soit payé, et ils pourront le louer, et ils auront un revenu locatif de ce studio, parce que, voilà. Et ils disent comme ça, j'assure ma retraite. Eh bien, il faut que cette démarche-là, elle existe dans l'entreprise. Ce qui est le cas dans de très nombreux pays au monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des systèmes en disant, si j'ai mis la même somme d'argent dans un livret entreprise à 45 ans, effectivement, à ma retraite, il m'apportera du rendement. Et cette idée de dire qu'il faut réintégrer, je ne parle pas de retraite par capitalisation, mot tabou en France, etc. Mais on en fait de la retraite par capitalisation. Mais on capitalise sur l'immobilier. Mais dans la réalité, les gens, ils font ça. Ils le font. Ils disent, je prends un truc et je le fais. Alors, grand débat, il y a ceux qui peuvent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire. Et pour ça, il faut une protection sociale, il faut de l'égalité. On ne va pas repartir dans un débat politique là-dessus. Je dis juste qu'on a déjà une partie de la population en France qui capitalise pour sa retraite. Mais sans le savoir, c'est des messieurs Jourdain de la retraite par capitalisation. Ils achètent des biens immobiliers et ils capitalisent pour la retraite. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, ils s'en servent même en cession pour leur fin de vie.
S'ils ont besoin, par exemple, d'aller dans une maison, de je sais pas quoi, en disant, voilà, au moins, je sais que c'est payé, que je dors la nuit et que je serai jamais sans toi jusqu'à la fin de ma vie. Donc, il y a des cliquets à faire passer dans la tête des gens, mais je pense qu'on y sera obligé de toute façon. Parce que la réalité, c'est quand on va atteindre des chiffres où il n'y aura pas assez d'actifs pour payer une retraite par répartition, on va faire des discussions. Mais tout ça n'est pas désespérant parce que tout ça est sur le temps long. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le SGPI. Le SGPI, on est dans le temps long. Souvent, on me dit ouais, qu'est-ce que tu fais pour Michelin à Cholet? Ben, je fais rien. Parce que moi, je ne sauve pas des emplois, j'en crée. C'est pas du tout la même chose. Moi, mon objectif, c'est de créer des emplois et plus d'emplois qu'on en perd. Ça, c'est mon objectif permanent. Mais sauver des emplois, à part des cas très particuliers, la plupart du temps, c'est qu'il y a une raison aujourd'hui si des entreprises sont en contre-performance, etc. Par contre, former les gens qui sont dans ces entreprises-là pour que, par rapport à leur savoir-être et leur savoir-faire, ils puissent se repositionner très vite, bien évidemment. Donc, il n'est pas question de les abandonner. Mais il n'est pas question non plus de leur faire croire que leur usine à la Zola, elle va passer le 21e siècle. Parce que ça, c'est leur mentir. Et ça, c'est leur faire beaucoup de mal à ces gens-là. Parce que on rentre dans une espèce de routine dans laquelle on est dans l'illusion qu'on fabriquera toujours. Et un jour, on va se prendre effectivement des produits internationaux, dire mais ils sont 1000 fois plus performants. Oui, mais nous, on a cette usine depuis 50 ans. Et donc, après sur le SGPI, juste parce qu'après, on n'aura plus le temps, mais je voulais préciser un truc, c'est que notre job sur le temps long, c'est aussi de continuer à identifier les signaux faibles. Et il y a des secteurs sur lesquels la France est en pointe avancée. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, tiens, où est-ce que j'emmènerai mes enfants pour travailler, je leur dirais... où est-ce que je dois investir, moi aussi? Où est-ce que je dois investir, ce qui est un autre sujet. Mais bon, investir, je ne suis pas encore sûr, parce que le temps long, ça veut dire que c'est une prise de risque sur le temps long. Mais pourquoi pas? Il y a tout ce qui concerne les sciences de la vie en France, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une créativité sur, je le disais tout à l'heure, la fabrication de médicaments, mais je peux en dire la même chose sur la fabrication de phytosanitaires, la fabrication de... on a une boîte qui s'appelle Carbios, par exemple, qui à partir de plastique recyclé, fabrique des carburants de demain. Que je dois avoir sur le podcast. Bah, très bien, c'est des gens absolument formidables. On les soutient, soutenus par France 2030, à la fois au niveau de la recherche, puis maintenant au niveau de la première usine, accompagnés en plus par Michelin, donc Costaude, c'est une boîte qui va avoir de l'avenir. Mais les sciences de la vie, au sens de dire comment on utilise le vivant pour produire, pour soigner, pour finalement continuer à amplifier notre vivant, ça, c'est une piste intéressante, à la fois philosophiquement, c'est vertueux, parce que ça crache beaucoup moins de CO2, ça se substitue à des industries très polluantes, type la chimie ou la pétrochimie, etc. Ça, c'est une piste que vraiment à creuser en France, parce que je pense que là, on a un vrai avantage. La deuxième chose, je pense que dans le logiciel et l'intelligence artificielle, est-ce que ça vient de notre côté méthodique dans l'apprentissage, même si on nous dit le classement PISA. La réalité du classement PISA, c'est qu'on n'entraîne pas les élèves en France sur le classement PISA. Si on faisait que ça, comme le font certains pays, on aurait des meilleurs classements. On les entraîne pas. Bon voilà, on a une différence et ça me fait pas... je suis pas désespéré de pas être en haut du classement PISA quand je vois les génies que nous avons en mathématiques, quand je vois les performances qu'on a en intelligence artificielle, je me dis, peut-être qu'on est un pays nul, mais quand même, quoi. Faut arrêter aussi qu'on regarde que la face désespérée de chaque sondage. Et tout ce qui est du domaine, effectivement, de cette interactivité, logiciel, IA, c'est un secteur sur lequel il faut regarder. Alors, ça paraît être une banalité, mais... Rendez-vous du 9 ou 11 février à Paris quand on va faire le sommet de l'IA, dont nous ne sommes qu'un élément, c'est pas nous qui le faisons, c'est un sommet qui nous dépasse, mais enfin nous on présente beaucoup de défis sur l'usage par exemple. Et là on s'apercevra que quand même il y a
une des capitales de l'IA dans le monde, c'est Paris. Comment tu gères ce poids de la responsabilité, ce stress j'imagine, et tu n'es évidemment pas tout seul, tu as tes équipes, mais comment est-ce que tu arrives à gérer ça et finalement qui peut éclairer beaucoup d'entre nous qui sommes en responsabilité sur la manière de le gérer et de le vivre? La meilleure solution pour ne pas le gérer dans le stress, c'est de ne pas exagérer la pression. Je veux dire par là que j'ai un historique des PIA, avant France 2030, où on sait qu'il y a entre 7 et 10% des engagements de l'État à date qui n'ont pas été bons, qui n'ont pas marché. Soit que des projets n'ont pas trouvé d'écho, soit des projets qui ont raté. Alors dit comme ça, sur 54 milliards, c'est énorme, puisque ça représente entre 3 et 5 milliards. On dit waouh. Mais moi, je regarde ça plutôt en disant, ça veut dire que 90 à 93% des projets ont marché. Et donc, je pense que ça, c'est une attitude là où les chefs d'entreprise devraient accepter de dire, on aura un pourcentage d'échecs. Alors, en fonction de l'ampleur du risque qu'on prend, il est plus ou moins gros, mais d'une façon totalement subjective. Parce qu'à l'échelle d'un pays, 54 milliards, c'est beaucoup d'argent. À l'échelle de l'Europe, il manque un zéro. Donc, si j'avais le même job en Europe, j'aurais probablement, d'ailleurs c'est ce que recommande le rapport Draghi, j'aurais probablement 800 à 1000 milliards d'euros à répartir sur un territoire européen. Donc je pense que, et un chef d'entreprise de PME, il a peut-être 500 000 balles de risque à prendre, et donc tout ça étant proportionnel, en disant il faut accepter qu'il y a de la paume. Et si on dit non, par contre moi écoutez, vous attendez 100, je vais vous délivrer 120, et donc se mettre le stress à 120 pour finalement être très déçu parce qu'on fait 100. Il vaut mieux dire, écoutez, vous attendez 100, dans la réalité vous serez content avec 80, donc je vais faire 100. Et du coup, c'est cette manière de voir les choses en disant, alors en bourse on disait toujours under promise, over deliver, mais c'est une règle intellectuelle aussi, de se dire, j'ai une certaine ambition dans un certain temps, il y a des étapes et il faut que j'accepte qu'il y a des trucs qui ne vont pas marcher, quoi. Et de les digérer comme étant quelque chose de naturel et pas une failure, pas un échec personnel. En disant, là, ça n'a pas marché, quoi. Moi, là, je suis en train d'arrêter, dans le cadre de France 2030, une dizaine de projets qui, je sais aujourd'hui, ne marcheront pas. Et pourtant, on les a financés et très significativement. Mais avant de remettre au pot, parce que quand on finance en plusieurs phases, on s'aperçoit que la phase 2, par exemple, ne marchera pas. On dit à la boîte, désolé gars, mais on a fait la phase 1, on ne fera pas la phase 2, quoi. Finalement, on a beaucoup résumé les boîtes à leur compte d'exploitation, ce qui revient très souvent à regarder une personne à travers une image qu'on aurait à travers des rayons X. On verrait qu'elle a un bon squelette, qu'elle est costaude ou pas, comme si on voyait un squelette de quelqu'un, mais on ne verrait pas la couleur de ses yeux, la douceur de sa peau, comment je sais rien, comment sont implantés ses cheveux, etc. etc. Et ça veut dire que c'est une vision très 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 partielle de l'aventure entrepreneuriale que juste regarder son compte d'exploitation. C'est indispensable, il faut avoir un bon squelette pour tenir debout. C'est un élément. Mais c'est juste un élément. Et que le reste est quand même finalement pas loin de l'essentiel. On va rester là-dessus. Je te souhaite le meilleur pour France 2030. Une bonne année 2025. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Bruno. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.